Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Bonjour. live Référence Rome. On est accompagné avec Pierre de Xavier Thiron. Et ouais, salut les gars. Salut, bonjour à tous. Bonjour à Je vais tous. faire un petit, excuse-moi Pierre. Je vais faire un petit petite minute auto-promo. La dernière vidéo qu'on a faite sur le récap de l'année 2024 a très bien marché, donc on a eu pas mal de commentaires. Merci à tous. Ça fait chaud au cœur. Donc il y a eu une vague assez minime par rapport à d'autres chaînes YouTube, mais pour nous assez importante de lecture. Donc merci. Les gens sont partis voir après d'autres vidéos, celle qu'on a faite Pierre, toi et moi avec l'Encantada. Donc elle marchait un petit peu aussi. Celle que j'ai faite avec Romain, avec Serge Valentin sur la notation. Donc c'était très bien. Ça fait plaisir de voir que des sujets anciens qu'on a travaillé, qui nous ont plu, reviennent un peu. Donc ça fait trop plaisir. On a décidé de recevoir Xavier parce qu'on s'était connus il y a 2-3 ans, 4 ans même, je crois. C'est ça, ouais. Chez Papa Rouillot. Et je disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, on avait beaucoup apprécié, d'une part, nos échanges et la qualité de tes explications et la précision de tout ce que tu nous expliquais. Donc, il y a eu une Partagé. petite pause en métropole, c'est gentil. Ouais. Après, et donc là, peut-être retour en Martinique. Donc, on Ouais. s'est dit, mais il faut absolument qu'on en sache plus sur, d'une part, ce que tu fais actuellement chez Vous Connaissons. Et après, on a un deuxième débat. Je vais essayer, pour une fois, de faire éventuellement un petit passage pour chapitré, mettre un chapitre. On parlera des différences Martinique-Guadeloupe avec toi, Xavier, qui a connu les deux. Essayez en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, juste, si vous attendez du sang, c'est pas là que ça va se passer. Le but, ce ne sera pas de dire c'est mieux ci que ça. On va juste essayer de voir un peu les différences dans tout ce qui est autour des Roms, dans tout ce qui est propriétaire, tout ce qui est terroir, etc. Avec toi, Xavier. Et Complètement. Voilà. Avec plaisir. Ça nous a semblé un sujet intéressant et on est très content de te recevoir pour en parler. Trop cool. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, que tu voudrais rajouter? Non, bonne introduction. C'est nickel, gentil. on est prêt. Et ben voilà, c'est parti, donc on y va. Donc tu as rejoint Bro et Connaissons il y a quelques mois maintenant, Xavier. Ouais, il y a 5 mois. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous parler un peu en 3 minutes de la marque, son historique? Ouais, très vite. Bro et Kennesson, du coup, c'est une jeune romerie martiniquaise qui a été fondée en 2022. Pour le coup, le nom Bro et Kennesson fait écho au propriétaire de l'usine du Marin, qui était une usine sucrière qui s'est montée en 1866 au Marin, qui est une ville au sud de la Martinique, et qui a été donc fondée par Joseph Kennesson et Charles Jean Brault. Et du coup, voilà, une usine sucrière qui a été assez importante dans l'histoire de la Martinique, dans ce qu'on appelle le temps des usines centrales, donc entre le milieu du 19e et la fin du 20e siècle. Elle a fermé en 1969 et du coup, la zone de l'usine et la zone de Grand Fond, la zone Canière, l'habitation, a été rachetée dans les années 70 par une famille martiniquaise qui au début a fait un peu de culture bovine et en 2018 a décidé finalement de réutiliser ce superbe terroir canier pour replanter de la canne et de refonder en fait l'usine du Marin qui avait été détruite en 2017. Donc ce que je trouve très beau dans le projet, c'est que finalement on réhabilite pas, on reconstruit. Donc en fait on reconstruit de toutes pièces l'usine du Marin un peu plus haut dans la vallée sur la zone de l'habitation Grand Fond. Donc c'est un projet en plusieurs phases. Aujourd'hui on est en phase 4, donc on vient de libérer un nouveau bâtiment encore et on avance vers l'avenir. Donc voilà, c'est une marque qui a vocation, je pense, à être premium, en tout cas à faire de la qualité. Et ça se ressent à travers déjà le pôle culture et tout la complexité des terroirs qu'on a sur la zone de Grand Fond. Donc voilà, jeune marque aujourd'hui, on a quand même déjà un peu plus de 1000 barriques dans les chais et projet vocation à devenir distillerie d'ici 3 ou 4 ans. Donc ça avance bien. C'est distillé où actuellement? Alors pour l'instant, nous, on a 40 hectares de canne à sucre. Ouais. On a un potentiel plantable de 160, en tout cas sur la zone de l'habitation Grand Fond. Et potentiellement, peut-être demain, aller encore un peu plus au sud. Mais là, les 40 hectares sont broyés, coupés par nous et envoyés à l'usine du Simon. Distillerie du Simon, qui est au François en face des 1710 et qui distille actuellement pour HSE également. Ok. Voilà. Et en termes de canne, pardon Pierre, suis-moi. Non, je disais, pour compléter sur l'habitation,
pour y être allé il y a quelques mois. Ça vaut le coup si vous êtes en Martinique de faire un petit crochet, surtout quand retour de plage, parce que bon, déjà dans le sud, il y a pas Eh énormément non. d'endroits à visiter pour les passionnés de Rome. Et c'est quand voilà, retour de plage, retour des Salines, retour des plages du sud, on tourne à droite au retour avant de monter sur Fort-de-France, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est une très belle invitation. La dégustation est super sympa, l'accueil aussi. Voilà, j'ai passé un bon moment là-bas et du coup, je recommande d'y faire un crochet. À l'époque, il n'y avait pas une très très longue visite, hein, c'est une visite libre, Alors, ça a mais ça vaut le évolué coup. Ouais. depuis. Ça a évolué depuis parce que justement, l'idée, on était en travaux de ce fameux bâtiment qui a été libéré il y a quelques semaines. Et du coup, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait plus accueillir de gens sur site. Où il aurait fallu sinon avoir des équipements de sécurité, lunettes, casques, etc., chaussures de sécu pour tout le monde. Donc compliqué, mais là, on a repris des visites qu'on appelle Discovery, qui sont très peu chères. Et où là, il y a un guide qui vous explique vraiment l'histoire de l'habitation, de l'usine du marin, descendre vers les chais. Quand nous, maîtres de chais, on est dispo, on peut aller voir un peu le groupe, discuter de notre boulot. Donc, non, ça a un peu changé, mais c'est vrai que l'habitation, rien que la maison qui date de 1750, elle est sublime. Toute la zone de Grand Fond, qui est une cuvette, en fait, c'est très beau. La zone est très belle. Donc, on vous attend avec impatience. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était. Je suis passé moi aussi Ok. l'été dernier et c'est sympa. Ouais, c'est vrai que le coin, voilà, Martinique, on en parle souvent, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, Guadeloupe aussi, Ouais, c'est d'ailleurs, très beau. pour anticiper sur le prochain débat. Mais ces deux îles sont vraiment sublimes. Et quand on aime le Rhum et qu'on cherche des vacances au soleil, ce serait dommage de pas y faire un saut quand on peut se le permettre. Et en tout cas, c'est magnifique. Donc toi, tu es maître de chais, Xavier, c'est ça? Ouais, alors du coup, j'ai deux titres. Je suis maître de chais et maître assembleur. Donc, on est quand même précisé d'entrée qu'on est deux maîtres de chais, en fait, chez Broek et Nesson. Ils ont fait ce choix-là, parier un peu sur la jeunesse et aussi, du coup, d'avoir deux profils un peu distincts. Donc, moi, j'ai le profil plutôt dégustation, assemblage. Et ma collègue et binôme Lise Carlier, qui est maître de chais responsable production, a un profil plutôt elle orchestre un petit peu justement la production et comment on tourne un petit peu l'usine du marin. Maintenant, pour être transparent avec vous, on fait tout ensemble avec Lise. Donc c'est un binôme qui fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que là, après un passage en Guadeloupe de quelques années où j'ai pu toucher au chai, là, le titre de maître de chai me permet d'être à 100% dans le travail des chais. C'est très différent d'être un petit peu ou 100% dans ce boulot-là. Très bien. Et au niveau du rhum blanc qui sort, tu as ton mot à dire? C'est toi qui tu peux participer Ouais. un peu à ça ou Alors comment en ça se fait, passe? nous, on a même, enfin, comme vous l'avez compris, du coup, on est une distillerie, on n'est pas une rhummerie. Donc, on gère deux pôles. On gère le pôle culture avec le responsable Pierre Boulan qui gère les gars, les équipes et les 40 hectares de cannes. Les 40 hectares de cannes, ils sont en fait situés sur 5 parcelles distinctes qu'on a isolées, qui vont du haut de l'habitation Grand Fond, la parcelle Lyon, qui va être, elle, sur des sols plutôt calcaires. Parcelle Fond Poterie, qui est d'ailleurs peut-être un rhum que vous avez goûté, parce qu'on en a sorti un parcellaire, une étiquette un peu rose, qui est sur des glaises et des argiles, donc un sol beaucoup plus meuble et beaucoup plus aéré. Et en fait, plus on descend, vous avez la parcelle en face de l'allée de palmier, là, qui s'appelle Palmiste, qui elle est sur du basalte, donc des sols volcaniques, qui va s'accompagner de deux autres petites parcelles qui sont fromagées et Jean Honorine. Donc, toute cette partie déjà, segmentation des parcelles, carottage des sols, étude des sols, on la maîtrise et elle est très importante pour la suite. C'est très, très important d'isoler les parcelles. Et ensuite, le Simon, alors là, la campagne commence pour Broek-Nesson le 10 mars, donc dans quasiment un mois pile. Et il ne faut pas croire qu'on envoie juste les cannes au Simon et qu'on attend que le rhum arrive. On a un cahier des charges avec eux par rapport au temps de stockage de la canne. Alors, on n'a pas d'autres mots à dire sur les choix fermentaires, les levures choisies. Une levure boulangère, une Saccharomyces, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en tout cas, on a été cordialement invités à venir de temps en temps voir comment se passe la production des rhums Broek-Nesson. S'assurer bien sûr que c'est 100% du rhum issu de nos cannes qu'on récupère. Et nous, notre travail de maître de chai, il commence réellement en fait à l'arrivée des camions de rhum, brut de colonne, qui sont livrés chez Broek-Nesson. Donc, on a 4 cuves de rétention extérieure qui font 42 000 litres. On stocke les campagnes. Et notre boulot, il commence là, en fait, dans la dégustation analytique des lots qui arrivent.
Et en fait, même si ça vient uniquement de notre domaine, on va avoir quand même, comme je vous le disais, les différences parcellaires, donc géologiques, qui vont jouer. Alors nous, on cultive qu'une seule canne à sucre, qui est la B5992, qui est la canne roseau. On a un petit peu de canne paille, qui est la R570, mais la canne roseau est la canne la plus répandue, une des plus répandues en Martinique, parce que c'est une canne qui pousse assez facilement, qui n'a pas besoin de trop d'attention, et qui a des bons rendements en sucre. Alors, particulièrement chez Broek-Kenneson, parce qu'on a parmi les plus hauts taux de Brix de l'île, en fait, si ce n'est pas le plus haut taux de Brix de l'île, mais en tout cas, parmi les plus hauts taux de Brix, on monte jusqu'à 24, qui est énorme, parce qu'on a des gros taux d'ensoleillement. Donc, on va avoir des rhums qui sont très solaires, qui sont très riches, qui sont très gras. Mais notre boulot commence là, et les rhums blancs, en fait, vont être un peu différents selon déjà donc, les parcelles d'où ils proviennent, monovariétales quasiment à chaque fois, mais également par rapport à la période de récolte. C'est-à-dire que si je reçois là mon rhum en mars, après j'ai une deuxième partie de ma campagne en mai-juin, parce que la campagne, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais dans la l'AOC Martinique, c'est de janvier à août. Et ben, étant donné que ce n'est pas exactement le même temps de récolte, ben, on n'aura pas exactement le même profil aromatique. Notre boulot, il commence vraiment là, en dégustation des profils de brut de colonne, qui est déjà extrêmement intéressant, qu'on les goûte soit brut de colonne, soit en réduction. Et après, ça va être voilà, un choix à faire au niveau de qu'est-ce qu'on fait de ce rhum-là. Est-ce qu'on le travaille en blanc? Est-ce que plutôt par rapport à son profil, on le met en vieillissement? Est-ce qu'on va l'assembler avec d'autres profils? Donc le boulot, il commence réellement juste après la récolte au niveau de la cuve, quoi. Et à combien est-ce qu'il y a un degré de mise en fût? À combien il rentre le rhum dans les fûts? Tu peux nous dire De toute ça? façon, en Martinique, encore une fois, régi par l'AOC, le degré de coulage en colonne, il est entre 72 et 74, je crois que c'est 74 le maximum. Donc, on ne peut pas nous pousser, comme nos collègues guadeloupéens, sans rentrer dans le deuxième débat tout de suite, jusqu'à des 80 et compagnie. Ouais. C'est l'AOC qui régit ça. Et du coup, nous, après, on a un degré de mise en fût qui va graviter entre 63 et 65 degrés. En fait, ça dépend du type de barrique que tu utilises. Ok. Voilà. Parce que là, je vais peut-être dire une bêtise, mais on est d'accord que généralement, plus le rhum qui rentre en fût est fort en alcool, Ouais. plus ça va être des rhums un peu récifs, un peu boisés, non? C'est plus Eh ben, c'est justement l'inverse. C'est l'inverse. J'ai cru ça longtemps aussi, et en fait, non. Plus tu vas mettre ton rhum à bas degré, plus tu as d'eau, tu as réduit, et plus l'eau va chercher les tanins, D'accord. les élagitanins. Donc, plus tu mets à haut degré, il suffit de voir les Genesis de chez notre ami François Longto, qui a fait quand même les Genesis ambrés puis vieux. Ce pas des rhums qui sont très foncés, qui sont très astringents. Puisque du coup, tant plus tu as très haut degré, tu as beaucoup d'alcool, donc tu vas chercher moins de structure, de tanins dans ta barrique. Ah ouais, tu vois, j'aurais dit que c'est plus agressif, entre guillemets, avec le bois, et que ça allait chercher plus de tanins. L'inverse. Bah écoute, très bien. donc je posais la question. Notre boulot commence là. Après, voilà, la gamme Broek-Kenneson que vous connaissez peut-être, elle se compose. On n'a pas vraiment de nom de cuvée. On a la signature du chai qui sont les élevés sous bois. Mais les blancs, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont en fait des profils. 50, 55, le 52 parcellaire, 59-2. C'est comme ça qu'on a décidé de créer la gamme. Et du coup, ce qui est très intéressant dans la façon dont ça a été pensé, c'est que ces différents profils, ils vont être justement choisis parmi les identités des rhums blancs initiaux. Le rhum générique, le 50, l'ADN de la marque, on va être plutôt sur un assemblage de parcelles. Et après, en isolant les parcelles, en les assemblant, en faisant des réductions aussi à différents moments, différentes vitesses, on va réussir à avoir des profils qui sont différents. Donc, ce qui est important, c'est de mettre du rhum, je dirais, traditionnel, l'ADN de Broek-Kenneson en fût. Mais là, le jeu, il est aussi justement d'aller chercher des profils de rhum blanc atypiques pour la mettre en fût et pour que demain, sur les assemblages de rhum vieilli, on ait aussi une palette plus grande de choses à pouvoir pour jouer et pour assembler. Quoi. Donc voilà, après, sur le type de fût qu'on va utiliser, nous, on a quand même un gros parc de fûts ex-Bourbon. À peu près 80% du parc, c'est de l'ex-Bourbon. On a un stockage debout à la jamaïcaine, à l'américaine, en fait, quoi, ce qui permet d'avoir une place un peu optimisée dans l'échelle. Les fûts ex-Bourbon vont apporter, comme vous le savez, c'est du chêne blanc américain, des lactones, des whisky lactones, de la vanilline, donc des notes un peu gourmandes, un petit peu vanillées, un petit peu pâtissières. On a un peu de chêne français, neuf, qui est une chauffe un peu atypique, c'est de la Char 4. Alors Char 4, c'est des chauffes américaines, vous savez, des chauffes très puissantes. Et encore une fois, pour déconstruire un peu un mythe, on peut penser qu'une chauffe très importante va donner plus de bois, plus de tanins. Encore une fois, c'est l'inverse. Plus vous chauffez dur votre barrique, plus vous allez dégrader les tanins, le brûler, plus vous mettrez un rhum dedans. Alors, je ne dis pas qu'il y a zéro bois, mais finalement, c'est sur des chauffes légères qu'on va pouvoir aller chercher
plus de tanin. Parce que du coup, il y a plus de bois qui n'a pas été brûlé, qui n'a pas été carbonisé par la chauffe. Donc là, Là, l'intérêt pour est le ça. coup, Ouais. ouais, j'avais déjà entendu ça et c'est que c'est surprenant parce que pour le coup, c'est l'opposé du marketing même qui est vendu avec les Oui. chauffes derrière. Je pense à l'Alligator. Mm. Alligator, c'est ça? Ouais, de Ouais. quel Qui terrain, était le ouais. premier un petit peu à mettre en avant ça, mais plein d'autres, hein. En fait, dans le marketing, on te vend une chauffe forte pour te dire que ça va être boisé, que ça va être torréfié, Après, etc. ouais. Et justement, j'avais entendu la même chose enfin, j'ai d'un de tes confrères justement sur le fait que la chauffe, en fait, elle réduit un petit peu les échanges. Et du coup, Bah voilà, oui, en non, fait, c'était après, juste il pour faut rebondir bien, sur je ça. pense qu'il faut bien différencier couleur et tanin. Parce que si tu veux, le fait de carboniser à l'américaine, faire des chars sur des fûts ex-Bourbon, sur des chauffes alligator, forcément, bah, tu as du charbon dans ta barrique, ton rhum va se colorer. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas le rendre plus tannique. Alors qu'il faut vraiment bien différencier la structure tannique de la couleur que va prendre ton rhum. Tu parles de la cuvée de Grégoire Alligator, c'est pas très tannique, c'est très coloré, c'est foncé comme rhum. Il y a des notes très gourmandes, très Mm. toastées. C'est pas une bombe de tanin, si tu veux quoi. Donc, c'est encore une fois, c'est assez intéressant de déconstruire ce mythe-là parce que t'as raison, c'est utilisé en marketing. Et finalement, non, c'est tout l'inverse. Brûler les tanins fait que tu auras moins de bois dans ton rhum final. Donc nous, c'est de la Charcat sur du chêne français. On a un peu de chêne ex-cognac aussi, qui permet d'aller chercher des notes plutôt vineuses, florales, des agrumes. Permet aussi de stocker, comme les ex-bourbons, des rhums qui auront justement pris des tanins pour continuer le vieillissement sans surcharger encore en bois. Et là, avec Lise, avec ma collègue, on a fait aussi le choix de fûts un peu expérimentaux, dont je n'en dirai pas plus, mais des trucs un peu rigolos pour pouvoir s'amuser. Et puis des chênes américains neufs. Chêne américain neuf qui va vraiment avoir, pareil, un faible apport en bois, en tanin. Mais moi, j'aime beaucoup ce que donne le chêne américain neuf. Si c'est des chauffes qui sont bien travaillées, les résultats sur les rhums sont très intéressants. Ok. Ben, ce qui est marrant, c'est quand tu parlais, enfin, c'est pas les mêmes discours qu'à l'époque, bien évidemment, mais ouais. Pourquoi? Non, c'est agréable. Enfin, t'as vraiment, enfin, je dis sans aucune flatterie. Enfin, t'es vraiment très clair et c'est très agréable Tant mieux. quand tu expliques les choses. C'est vraiment très agréable et Tant mieux. ouais. Non, franchement, c'est vraiment un plaisir de se retrouver. Ah ouais, c'est cool. Content. Puis du coup, là, comme je vous disais, c'est le fait d'être 100% dédié à mon travail de maître de chai. Alors, c'est un titre qui va se mériter dans le temps. Il faut être humble aussi. C'est avant tout un métier d'humilité. C'est bien d'avoir le titre, mais il faut maintenant faire le boulot et c'est un apprentissage qui est quotidien, hein. Mais du coup, d'avoir vraiment le temps de s'y mettre à 100%, ça permet d'étudier beaucoup plus les interactions bois-rhum, rattraper un peu l'aspect aussi chimique, scientifique, que j'avais pas forcément dans mes expériences passées, d'avoir le temps de voir ça avec des laboratoires, des œnologues. Donc, c'est très, très, très formateur, même au niveau des blancs, hein, du travail des blancs. Je parle souvent réduction brassage, grossièrement. Tu te rends compte de l'impact d'une réduction trop rapide sur les molécules, l'exothermie dans ton rhum, quand tu te rends compte d'un brassage trop violent, de faire partir finalement des arômes, des volatiles dans l'air. Enfin, tout est calculé et calculable. C'est un travail qui est extraordinaire, qui est vraiment passionnant, mais c'est très technique aussi, quoi. C'est vraiment pas je mets de l'eau dans mon rhum, je mélange et puis hop, je mets en bouteille. Enfin, en tout cas, nous, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. On n'est pas encore la plus grosse structure des Antilles, mais il y a un travail qui est homéopathique, quoi, sur les rhums. Et du coup, que ce soit là, déjà dans le choix des barriques, tu vois, je pourrais t'en parler une heure. Et après, même sur les blancs, encore une fois, on a 5 cuves et encore 6 autres qui arrivent là pour travailler les rhums blancs. On a des techniques mises en place que je ne connaissais pas en Guadeloupe, notamment la technique de brassage à l'air comprimé que je découvre, qui est géniale. On a un compresseur qui nous permet d'envoyer de l'air comprimé dans les cuves, qui en fait, sans pouvoir brasser avec des pompes et remonter et casser un peu le rhum, tu vas simplement lui apporter de l'oxygène et ça permet de le détendre sans forcément le brasser, quoi. Donc c'est vraiment aussi des techniques qui permettent d'assouplir les rhums, d'enlever certains goûts, d'en ouvrir d'autres. Tu vois, c'est vraiment un jeu avec le rhum. Donc le boulot de maître de chai, il se concentre sur cette partie-là qui est la partie fun et qui est la partie qu'on aime, alors qu'il y a une partie difficile aussi, parce qu'on a reçu pas mal de conteneurs de fûts au mois de décembre. Il faut les vider, il faut les échauder, il faut les peindre, il faut les mettre sur palette, faut les remplir, il faut les bichonner. Mais il y a aussi une grosse partie administrative qui est pas
à dénigrer. On passe quand même pas mal de temps derrière nos ordi parce que c'est un travail de projection donc, sur les différentes cuvées, de timeline, d'embouteillage, de gestion d'équipe, d'administratif douane aussi, de compta matière. Enfin, voilà, une partie chiffre qui est bien importante aussi. Et surtout que, pareil, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais les volumes ne sont pas les mêmes, en tout cas dans ma jeune carrière à moi. Donc, on parle plus de petites cuves de 800 litres, on parle de cuves de 40 000, donc c'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes enjeux. J'avais une petite question rapide là. Ouais. J'avais une deuxième, mais j'ai oublié l'autre. J'étais perturbé par la vie de famille. Est-ce que vous avez une idée un peu des types de profils maintenant que vous voulez pour plus tard, ou est-ce que c'est pour les remuer, par exemple, pour votre XO qui arrivera dans quelques années, est-ce que vous avez déjà une idée un peu du profil que vous voulez donner au ROM, ou est-ce que c'est en vieillissant, en faisant un travail de suivi régulier, etc., que vous allez arriver à définir la signature un peu des vieux de votre maison, ou est-ce que c'est déjà établi? Alors du coup, c'est forcément important de se projeter en dégustant un rhum en disant, lui, si je le mets dans tel fût, qu'est-ce que ça goûte dans 3 ans? Ouais. Ça, c'est hyper important. C'est pas très facile, mais il faut qu'on le fasse. Là, on a déjà un travail qu'on fait sur le VO qui sortira en fin d'année, qui est très attendu. Après, si tu veux, ce qui est un peu atypique, c'est que vu que on est arrivé récemment avec ma collègue, elle, ça va faire presque un an, mais moi, ça fait que c'est même pas 6 mois. On récupère le travail de notre prédécessrice. Et il faut déjà essayer de comprendre ce qu'elle a voulu faire, parce que c'est elle qui a créé la signature Broek-Hennessy. Nous, on récupère un ADN. Et le travail de maître de chai, il est certes une fois ou deux par an dans la création. Voilà, on parle du VO par exemple, mais il est avant tout et surtout dans la reproduction et un autre travail. Et du coup, on récupère un peu son boulot, ses choix de barrique, ses choix de chauffe, ses ratios de tel ou tel type de fût. Donc, essayer de comprendre un peu comment elle a voulu travailler, ce qu'elle a voulu faire. Forcément, nous, on veut mettre notre griffe, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Maintenant, réussir à se projeter sur un XO, je pense que oui, parce qu'on déguste un petit peu ce qui se fait aussi autour de nous. Là, je parle de la Martinique, bien sûr. Et tu regardes un peu les profils, ce qui fonctionne moins bien. Maintenant, on est aussi tenu, on en reparlera tout à l'heure, mais par l'AOC, par une typicité de rhum vieux. On ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Donc, on voudra créer, je pense, ce qu'on va vouloir garder dans l'ADN Broek-Hennessy, sans employer tous les superlatifs qu'on connaît, c'est encore une fois du gras, de la richesse, parce qu'on est au sud de la Martinique, on a la chance d'avoir des cannes solaires gorgées de sucre. Donc, on va vouloir garder cette texture-là. Maintenant, au niveau du choix de l'aromatique de ce XO, étant donné qu'on doit travailler avec des rhums qui ont été enfutés en 2022, il faut que je regarde ce qui me reste en 2022, en l'occurrence beaucoup d'ex-Bourbon, un petit peu de Français Neuf, un petit peu d'ex-Cognac. Et tu as déjà, là, tu vois, en te le disant, je peux déjà à peu près te donner le profil aromatique qu'il aura, puisque je vais devoir jouer avec ces fûts-là. Et puis, il va falloir penser que je vais devoir piocher dans ces fûts-là pour faire mon VO, mais pour faire mon VSOP aussi. Peut-être devoir refaire du VO aussi, enfin, tu vois. Donc, le travail, il est aussi de dire, bon, combien j'ai de barriques, combien il m'en restera dans 6 ans pour faire mon XO. Il faut que je garde tant de barriques de tel type de fût pour pouvoir garder ma signature aromatique. Donc, c'est un travail de calcul permanent. Maintenant, te donner la fiche technique du XO de Broek-Hennessy qui sortira en 2028, ouais, je peux te dire qu'il sera texturé. On va essayer de garder des tanins qui seront vraiment intégrés, parce que moi, j'aime pas forcément les bombes tanniques. Mais c'est un travail qu'on fera de concert avec Lise, essayer d'avoir de la complexité, comme je pense que tout le monde cherche ça. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est ça, j'allais surtout faire mon truc, c'est que quand tu évoquais le travail sur les blancs, etc., on disait dans le live sur l'année dernière que les blancs étaient vraiment à un niveau stratosphérique. Ouais. Et qu'on a vu un petit tassement, ce qu'on disait en gros dans le live, que vous pouvez aller voir, les amis, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu. Et abonnez-vous aussi, c'est ça, c'est le moment. Et ben, on trouve que ouais, c'est ça. Donc là, ce que tu dis en termes d'évolution technique, ça vient en fait faire monter le niveau des blancs, qui a peut-être été mis de côté par rapport à des vieillissements, un travail de vieillissement qui avait été fait depuis quelques années maintenant, qui est peut-être arrivé à maturité il y a un peu plus tôt que sur les rhums blancs, qui étaient juste auparavant fait pour être bu rapidement en cocktail ou autre. Ouais. Et ce travail-là, il se ressent. Donc, ce que tu dis, ça, je l'ai appris avec toi, mais je ne suis pas surpris qu'il y ait un travail de fou qui soit fait en termes d'innovation sur la qualité des blancs, parce qu'on se rend bien compte que des blancs très sympas, il y en a beaucoup maintenant, alors qu'auparavant, c'était vraiment rare. Donc, voilà, ouais, puis je pense que ça va encore aller de l'avant dans cette jeune génération de maîtres de chai très doués. Il y a notamment François-Xavier de chez Bologne,
maître de chai de Bologne, qui fait un travail colossal sur la partie fermentation, bactéries, etc. Et voilà, on peut pas nier, on est tous d'accord pour connaître l'impact du terroir sur les rhums agricoles. Mais nous, on ne maîtrise pas encore chez Broec Hennessy la partie fermentation, distillation. Mais c'est une partie qui est finalement qui représente quelque chose comme 70 ou 80% de l'aromatique finale de ton rhum. Donc, changer de levure, y incorporer des acides, des bactéries, distiller, chuinter ta colonne, changer ton nombre de plateaux. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent modifier le profil du rhum blanc. Et plus on maîtrisera ces pôles-là aussi, au-delà du pôle culture, monovariétal, géologique, terroir, plus on arrivera à des niveaux de complexité de rhum blanc, un truc fabuleux, quoi. Donc, je pense qu'on va même encore rentrer dans une ère nouvelle au niveau des rhums blancs. Tant à chercher l'identité de la canne et la finesse, aller aussi, aller en tout cas, ce ne sera peut-être pas le cas en Martinique parce qu'on est sous AOC, mais dans d'autres îles antillaises et ou ailleurs, on va aller bousculer un peu les codes du blanc pour aller chercher des trucs un peu rigolos. Et je trouve ça bien, c'est une forme de renouvellement dans le monde du rhum aussi, quoi. Et encore, je parle fermentation et distillation, mais nous, en tout cas, c'est sur la partie brassage-réduction qu'on peut vraiment jouer. Et ça va de la pureté de ton eau, à sa minéralité, à sa conductivité, la température de ton eau quand tu réduis, la vitesse de réduction, le nombre d'eau que tu mets. C'est follement complexe, mais du coup, ça offre un champ de possibilités qui est génial pour pouvoir expérimenter des choses et comprendre. Et comprendre un peu les réactions, quoi. Donc, ce que je trouve intéressant sur ce que vous faites chez Bro, justement, c'est qu'en fait, on va retrouver un travail assez pointu, justement, sur un rhum blanc qui est, alors, c'est pas péjoratif comme expression, mais c'est une gamme de base, entre guillemets, en Martinique. Chaque distillerie a son 50 et son 55, qui sont un petit peu vendus aussi pour boire un petit punch. C'est un petit peu le classique et la signature. Et puis après, certaines distilleries vont proposer des blancs millésimés, des choses, des parcellaires, enfin, tout ce dont on a évoqué. Et en fait, là où je trouve que vous avez le plus que en termes d'apport, c'est qu'en fait, ce que vous proposez sur une gamme de base en 50 et 55, on est déjà sur des produits qui peuvent se boire en dégustation. Et si on compare justement le 50 basique Bro avec le 50, on va dire Trois-Rivières ou la Monie, parce qu'ils sont pas loin géographiquement, enfin, à peu près. Même si, on va avoir pour moi, on n'est pas sur les mêmes strates les mêmes standards de qualité. Et ça, c'est assez cool en fait de proposer sur la gamme standard. Je sais pas si standard c'est le mot, mais c'est le mot que j'ai. De proposer déjà un produit justement avec une réduction, un travail de brassage assez quali, quoi. Complètement. Après, Broec Hennessy reste quand même par choix une marque premium. C'est-à-dire que même au niveau du positionnement de nos bouteilles, on est une marque premium. Aujourd'hui, le marché fait que le premium se stabilise, voire en tout cas sur 24, limite perd un peu de points. Il est quand même important, je pense, de garder une qualité, mais d'avoir aussi des produits d'appel. Je parle de produits d'appel. Sans lâcher d'infos trop. Il est possible qu'il y ait des évolutions dans la gamme Bro et Hennessy pour aller justement peut-être chercher des produits plus abordables tout en gardant cette qualité-là. Bro et Hennessy, la marque Bro et Hennessy a vraiment vocation à rester ce que tu dis là, une marque premium. Après, là, entre comparer aromatiquement un Bro et Hennessy et un Trois-Rivières, forcément, je suis d'accord avec toi. Je vais quand même prêcher ma paroisse. On fait un travail colossal sur le rhum et je trouve que le rhum est délicieux. C'est pas non plus le même prix d'achat. Ça, c'est important à souligner. Et en fait, la différence de prix, elle ne s'explique pas par un positionnement, mais par le travail. C'est-à-dire qu'entre, sans citer aucune marque, ni guadeloupéenne, ni martiniquaise, faire du rhum blanc en litre pour que les gens fassent des punches, etc. Et nous, voir vocation à faire un rhum de dégustation, la différence de prix, elle s'explique par les coûts humains notamment, le temps. Plus tu vas travailler un rhum dans le temps, plus tes équipes, elles te coûtent, ton énergie, elle te coûte, tes coûts fixes. En fait, la valorisation de ton stock et le prix de revient de ta bouteille, elle est dépendante aussi du travail que tu lui accordes, tu vois. Mais par contre, je suis très fier, en tout cas aujourd'hui, des retours qu'on a sur les rhums Broec Hennessy. Alors, c'est une forme de pression aussi, puisqu'il va falloir qu'on garde ce niveau-là, c'est notre combat. Mais moi, je suis très, très content du niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Et c'est un niveau qui a été atteint par un travail de haute précision dans l'échec qui explique clairement le positionnement prix de Broec Hennessy, c'est certain. Ok, Pierre, on passe au plat principal / dessert, selon comment on se positionne. Allez. Allez, ok. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai déjà dit, mais je redis. Donc, tu as travaillé en Guadeloupe,
en Martinique, même si c'est pas exactement le même poste que tu avais chez Papario, c'est pas. Non, parce que chez Papario, je suis arrivé comme ambassadeur de la marque. Et en Ouais, fait, j'ai pris une place, je ne vais pas dire vacante, mais j'ai un peu imposé dans les chefs parce que c'est quelque chose qui me démangeait. Et j'ai fini par, au bout d'un an, obtenir le titre de co-responsable des chais. Donc, il n'y avait pas de maître de chais. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs chez Paparouillot, mais mon travail était fondamentalement le même. Donc, c'était sélection ok. des rhums, création des différentes cuvées de la gamme. Donc, ce n'était pas exactement le même poste. Et puis surtout, le fait d'avoir ce biposte ambassadeur et co-responsable faisait que j'étais pas 100% dans les chais. Du coup, pourtant, je trouve qu'on a fait quand même des très beaux produits chez Paparouillot, mais j'avais un peu moins le temps d'être à 100% sur ce travail-là. Donc oui, Ouais. nuancé. Ouais, donc en tout cas, tu as ce double, enfin, tu as eu ces deux pieds en Guadeloupe et non, ces deux pieds en Ouais, Martinique. tout à C'est fait. très, très intéressant. On a très, très souvent le débat entre nous et entre nous, les préférences Rome, avec Pierre et moi qui sommes plutôt team Martinique et nos amis Ok. Flo et Romain qui sont plutôt team Guadeloupe. Et c'est devenu un petit jeu entre nous, on se taquine. Mais d'ailleurs, il faut noter quand même, petite parenthèse, private joke, que le débat est moins actif chez nous. Donc c'est pour ça que je me suis dit on pourrait en parler avec toi pour voir s'il y avait une pièce qui pourrait être issue de cette discussion et voir. Ok. Alors, on voulait parler avec toi de 2-3 sujets. Le premier, si tu veux bien, tu l'as évoqué plusieurs fois, c'est la présence de l'AOC en Martinique. Ouais. Donc, juste pour, si vous découvrez notre chaîne avec ce live, on a fait un article, je pense, j'en parle pas de temps en temps, mais un des meilleurs pour moi du site sur l'AOC Martinique. On repart un peu de la genèse, je mettrai en description de l'AOC, et on parle des spécificités de l'AOC Martinique. Donc, c'est un sujet qui nous a toujours intéressé. Et ce débat avec les Guadeloupéens, je tiens que François Longto, pardon, j'ai appelé Longto, c'est pas gentil. François Longto était venu il y a quelques années chez Christian de Montaguer à Paris, et les gens lui avaient dit alors AOC, pas AOC, patati, patata. Et je trouve que le débat est un peu moins actif en ce moment. Donc, toi qui es dans ce cadre-là et qui a vu leur cadre, est-ce que tu aurais 2-3 différences importantes que tu Ah oui, verrais? oui, Bon, oui, il y en a plusieurs, mais les il y en a, principales il y en différences a, que tu vois. il y en a un paquet. Après, là où c'est Martinique, je pense que déjà, ça reste quand même un fleuron des spiritueux français, c'est important. Alors, votre article que j'ai adoré d'ailleurs, qui est très bien écrit, on s'est un peu inspiré pour faire des recherches, en tout cas historiques. Voilà, ça fait quand même, c'est le début du 20e, qu'il y a vraiment une réunion des roumiers martiniquais en se disant il faut qu'on arrive à valoriser notre rhum. Dès 1934, il y avait déjà pas mal de roumiers qui se rassemblaient pour en discuter. Il faut attendre 96 pour que ça prenne forme. Mais c'est quand même, c'est dit et redit, mais c'est quand même la seule AOC rhum au monde. C'est le rhum agricole, la Martinique, c'est le seul rhum au monde qui a une AOC. Donc, les Martiniquais sont très fiers de ça, ils ont, je pense, raison de l'être. Après, du coup, l'AOC, elle est très importante dans le paysage martiniquais parce que, en effet, elle régit la production et la dégustation du rhum. Enfin, la dégustation, j'entends en tout cas la typicité. C'est vraiment un terme qui est très important. Le terme typicité, il est omniprésent dans l'organisation de la fabrication et de la sortie des rhums en Martinique. La Guadeloupe est sous IG depuis 2015, cahier des charges qui est un petit peu plus leste et qui permet de faire beaucoup plus de choses qu'en Martinique. Moi, mon point de vue personnel, c'est que les deux sont très intéressants. L'un parce qu'il permet, moi je l'ai connu en Guadeloupe chez Paparouillot, de faire plein de choses. De pouvoir sortir, je me rappelle de la cuvée, la série Héritage qu'on a fait avec un single cast chez Paparouillot. À l'aveugle, je défie quiconque de me dire que c'est du 1 an, alors que clairement on avait des extractions de bois, on aurait pu dire que c'était du VSOP, voire plus. À aucun moment tu peux sortir un produit comme ça en Martinique, parce que du coup tu es régi encore par la typicité des ESB et ce que ça doit représenter au niveau organoleptique. Donc l'IG Guadeloupe, elle a ses avantages dans le sens où elle permet de s'amuser, encore une fois, sur les notions fermentaires, les notions des choix variétaux, les notions des alambics, puisqu'on peut faire du rhum agricole de Guadeloupe avec un peu de style là où on ne peut pas en Martinique. Et au niveau du profil des rhums, ça peut être un peu funky, il n'y a pas de problème. Ce que je trouve très intéressant avec l'AOC, c'est qu'elle elle oblige à un cadre que je découvre et qui est à la fois contraignant, mais à la fois extrêmement intéressant. Puisque ce qui fait, je pense, aujourd'hui la popularité des rhums martiniquais, c'est justement d'avoir réussi à créer cette typicité et de la respecter. Les gens se reconnaissent et ne sont pas déstabilisés en buvant un rhum martiniquais. Or,
distilleries, j'entends, qui ne sont pas dans l'AOC, c'est-à-dire les deux qui ont un peu de style, HBS et A1710, qui font des produits un peu plus identitaires. Mais du coup, l'AOC, elle permet d'avoir cette règle, ce cadre-là. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, on trouve une forme de sécurité dans la dégustation des rhums. Pour moi, ce n'est pas forcément des rhums qui sont lissés par l'AOC. Tu vois ce que je veux dire? C'est que finalement, voilà, on parle des pure players martiniquais, que sont Saint-James, HSE, que sont la Moni, que sont des très grosses marques, Clément notamment aussi. Mais par contre, on va quand même retrouver au sein de l'AOC des JM qui font des rhums voilà, très atypiques. On va retrouver, pour moi, Broek et Nesson, qui est également la favorite Nesson, que vous, messieurs, vous retrouveriez probablement à l'aveugle si je vous en mettais un verre de 50 degrés, parce que c'est très identitaire. JM, on sent qu'on est à Grand-Rivière, on sent l'humidité, on sent la proximité de la mer. Broek et Nesson, on sent le soleil. La favorite, on sent le côté rustique, très canne. Nesson, on sent la finesse. Enfin, voilà. Donc, au sein même de l'AOC, on peut quand même trouver des identités qui sont vraiment différentes. Maintenant, oui, l'AOC, elle nous oblige à plein de choses, que ce soit, bon, on ne va pas refaire votre article, mais au niveau des variétés de cannes, notamment au niveau du cadastre, on ne peut pas mettre des cannes partout. Hein, on parle quand même de cannes AOC ou non AOC en Martinique. Il y a du rhum qui est distillé, qui est non AOC, qui part chez des producteurs de rhum arrangé en métropole, que sais-je, ailleurs. Le rhum AOC, bien sûr, reste sur l'île. On n'a d'ailleurs pas assez de cannes pour faire tout le rhum qu'on aimerait. Mais du coup, on a des contraintes également donc, au niveau du cadastre. On a des contraintes au niveau des temps de fermentation, au niveau de la colonne de distillation, au niveau donc, de la dégustation. Alors moi, j'ai eu la chance d'être formé, alors je ne veux pas dire formé, d'être matrixé par cette légende qui est Marc Sassier pendant quelques mois, là, puisque du coup, j'ai été formé pour devenir jury dégustateur de l'AOC Martinique. C'est extrêmement intéressant. Mais du coup, ça a été une déconstruction de plein de choses. Parce qu'il faut rentrer, se matrixer à l'AOC, c'est-à-dire un rhum blanc, il est incolore, il doit être floral, fruité, voilà, un peu végétal. Un rhum élevé sous bois, il a telle couleur, il doit goûter un petit peu le toasté, machin, etc. Et ça va comme ça jusqu'au rhum vieux, c'est-à-dire que mon rhum, sans les citer, il y a des rhums guadeloupéens que j'adore, qui passeraient en commission de dégustation, on ne serait jamais IG, en tout cas AOC, parce qu'on est sur des profils beaucoup trop funky. Donc, ce que je dis, c'est que pour moi, le fait d'avoir l'AOC et d'avoir l'IG, en tout cas, ça permet une belle diversité dans les deux îles, quoi. Parce qu'on peut aller en Guadeloupe chercher des profils funky qu'on trouvera jamais en Martinique, et on peut trouver ce profil très sécurité, très rhum agricole qu'a voulu et que défend la Martinique en buvant des rhums martiniquais. Tout à fait. Écoute, Pierre, j'ai mis un petit blanc au cas où tu voulais poser une question, mais j'y vais. Vas-y. Donc, on a souvent dit, je crois que même que il n'y a pas que nous qui le disons d'ailleurs, que les rhums blancs, c'est plus la Guadeloupe, les rhums vieux, c'est plus la Martinique. Historiquement, c'est un peu comme ça qu'étaient définies les choses. Et donc, déjà, je voulais savoir ce que tu pensais de cette allégation, même si. Alors, c'est une allégation qui n'est pas mon fausse. avis. Ouais, vas-y, Pierre. Non, je dis, pour mettre un bémol, moi, à mon avis, on dit que les rhums blancs, c'est plus la Guadeloupe parce que les rhums vieux, c'est tellement plus la Martinique qu'il faut bien leur laisser quelque chose. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que en fait, non, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, peut-être plus soft, c'est que il y a quand même en Guadeloupe un vrai écart qualitatif si on met Biel de côté entre ce qui est proposé en blanc et ce qui est proposé en vieux. À part quelques exemples, tu as parlé des confidentiels chez Bologne, par exemple, un peu ce que fait Biel. Pour le reste, ça c'est mon avis perso, je trouve que ce qu'on trouve en Guadeloupe, si on sort un petit peu de ces deux-là, c'est quand même, pour moi, en dessous de ce qu'on peut trouver sur le niveau moyen en Martinique. Et du coup, par contre, on n'a pas cet écart-là sur les blancs. Voilà. C'était un petit peu mon avis perso, peut-être un peu plus, Au moins, un peu plus tranché ça mérite d'être clair. Je trouve que voilà, en Martinique, on a on a une plus grosse qualité de rhum vieux, en tout cas le plus général qu'on va retrouver un petit peu chez tout le monde. On va retrouver des grands rhum vieux quasiment dans toutes les distilleries. C'est un peu moins vrai à mon sens en Guadeloupe. Par contre, et c'est là où justement on a ce débat-là, c'est que on prend, si on doit citer, on prend par exemple typiquement chez Longto, et ça c'est mes goûts perso, ils font parmi peut-être les meilleurs rhums blancs qui existent sur les parcellaires, je les trouve fantastiques, et les dernières cuvées qui étaient parmi les meilleures qu'on a goûté au Whisky Live, il y avait quand même des belles choses, et notamment les deux cuvées, celle pour Excellence Rhum et celle pour la Maison de Lédonie, c'est ça qu'on avait goûté, Simon, Ouais.
qui était exceptionnel en rhum blanc. Et derrière, voilà, on a toujours trouvé, on l'a déjà dit, hein, chez Lonto, les vieux étaient forcément, on attend beaucoup quand on goûte des blancs aussi fantastiques. On attend beaucoup des vieux et c'était moins à la hauteur. Et voilà, moi, je le ressens un petit peu comme ça quand tu dis cet écart-là, mais je suis pas forcément d'accord pour dire que les rhums blancs, c'est la Guadeloupe, si tu veux. C'est plutôt les rhums Non, vieux, non, c'est mais la Martinique. Après, dans tout ça, il y a aussi enfin, c'est historique, quoi. C'est-à-dire que finalement, la Martinique a commencé à mettre des rhums en vieillissement il y a très longtemps. Saint-James, déjà, il y a plusieurs décennies. Donc, au-delà des stocks qui sont pas les mêmes, parce qu'on parle de chais, milliers de barriques en Martinique, on parle de chais en construction en Guadeloupe. Tu vois, pour reciter Bologne, il me semble que un des premiers fûts remplis, c'est 2009. Tu vois. Donc, c'est hyper récent, finalement. Donc, la Martinique a déjà des stocks qui sont plus conséquents. Et qui dit aussi plus d'ancienneté dans le vieillissement, dit plus d'expérience. Alors, je vais aller sur ce terrain-là avec des pincettes parce que j'ai eu des très grosses émotions sur des rhums vieux guadeloupéens. Je parlais de Biel. Moi, je ne suis pas objectif. C'est vraiment une de mes distilleries préférées, que ce soit sur les blancs et ou sur les vieux, qui des claques monumentales. On en parle peu. Mais le travail qui a été fait à partir de 2007 par Michele Lunardon chez Rome Rome avec Gianni Capovilla et Luca Gargano quand ils ont monté Rome Rome. Le Rome Rome 2012 en full proof, c'est une énorme claque aussi. Donc, après, c'était distillé chez Biel pour le coup, donc ça avait une corrélation. Mais voilà, la Guadeloupe a un peu moins d'ancienneté sur le vieillissement des rhums. Il me semble que, petit clin d'œil d'ailleurs à ce grand monsieur du rhum, mais Léopold Rémonin, qui est un des premiers à avoir mis du rhum en vieillissement il y a des dizaines d'années. Donc, ils ont parmi les plus gros stocks de Guadeloupe. Mais c'est très différent. Alors après, est-ce que dire je préfère l'un ou l'autre? Moi, ça fait que 5 mois que je suis là, donc je découvre petit à petit les rhums martiniquais. Parce que la vérité, c'est que le martiniquais est chauvin, mais le guadeloupéen l'est un petit peu aussi. Et en Guadeloupe, on ne buvait pas beaucoup de rhum martiniquais. On en buvait un peu, mais on n'en buvait pas beaucoup. Et du coup, ici, alors en martiniquais, on boit très peu de rhum guadeloupéen, ou un petit peu pour les gros geeks. Mais du coup, c'est très intéressant ce qui se passe aussi dans les rhums vieux martiniquais. J'ai eu des belles émotions aussi. Maintenant, ça dépend. Je pense que je citerai pas de nom de distillerie ou de rhummerie, mais il y en a certaines où j'ai trouvé des choses, par contre, très scolaires. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre avec ce terme-là, mais voilà, un truc. Si, on sait que tu parles de Clément, là. Tu Alors, diras non, pas. j'ai dit que je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de nom. Non, mais nous, Mais on oui, les cite souvent. mais Et c'est pas. citez-les, vous, messieurs. Moi, je me Non, non, garde fou de tout non, ça. mais en tout cas, moi, quand tu dis scolaire en Martinique, je pense à Clément. C'est peut-être pas eux, hein, peut-être que je pensais pas à eux. Et même JM, on en a parlé il y a un mois lors du live. Donc voilà, je vais pas trop. Non, mais je te dis, je ne citerai pas de nom, mais bon, je pense que Non, non, le but, c'est pas ça de fera écho citer des de nom. choses que vous connaissez, mais en tout cas, voilà, il y a des roms qui sont très scolaires, et je pense que c'est ce que certaines personnes attendent aussi, et se retrouvent là-dedans, et sont heureux là-dedans. Maintenant, voilà, la Guadeloupe permet encore une fois plus de liberté au niveau des types de fûts, des vieillissements, donc je pense dans l'avenir, il y aura des choses intéressantes qui pourront se mettre en place. Ouais. Complètement. Et ouais, tu parlais des 2009 chez Bologne. Le Confidentiel 2009, c'est un des meilleurs rhums que j'ai pu goûter en single cask. Il y a vraiment un potentiel. En fait, c'est peut-être un regret quand on voit le potentiel de certaines cuvées. Typiquement, tu vois, chez Bologne, on a eu le Confidentiel en 2009-2010. Et puis après, plus rien pendant 2 ans. Alors, sûrement qu'il vaut mieux ne pas sortir que de sortir quelque chose qui n'est pas abouti. Mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu sur notre fin. En plus, on est sur des volumes qui sont un peu plus réduits. Donc, c'est des bouteilles qui sont un petit peu dures à trouver. Le Confidentiel dont tu parles, le 2013, il est hyper dur à trouver, hein. Ah ouais? Ouais, là, en métropole, alors du coup, je fais un petit coup de pub, mais il est en vente sur la compagnie du rhum. Ok. Et je crois que c'est le seul endroit, c'est le seul site qui propose la cuvée à la Après, vente. il a été release il n'y a pas très longtemps, hein, le 2013. Moi, je sais que j'ai dégusté dans le calendrier de l'Avent de la Route des Roms. C'était un des numéros. Et c'est une très, très belle émotion sur ce produit-là. Et après, ouais, je crois que il doit l'être forcément en Guadeloupe. Mais c'est des toutes petites séries, hein, je crois, les confidentiels. Après, Bologne n'a pas non plus un chai gigantesque. Enfin, je compare encore par rapport à ce que je vois en Martinique. Donc, il faut bien qu'il continue à faire ses VO, ses VSOP, ses ambrés. Enfin, c'est encore une fois toute une organisation pour aller trouver des pépites, mais il y en a dans les chais. Moi, un petit peu dans les différences entre les deux îles, ce qui m'avait un petit peu marqué, alors je suis allé en Guadeloupe, ça fait quelques années maintenant, donc ça a sûrement pas mal évolué à ce niveau-là, mais c'était
sur le côté un peu spiritourisme, accueil dans les distilleries, sur le côté qui est quand même très pro en Martinique, très organisé, sur avec des personnes dans les distilleries qui sont dédiées à l'accueil des touristes et aux visites, aux dégustations. Et sur le côté, à l'époque, alors là encore, hein, je parle il y a quelques années, qui était un petit peu, pas à l'arrache, mais un petit peu roots quand même dans certaines distilleries en Guadeloupe, où tu avais l'impression d'arriver vraiment, même pas que l'impression en fait, alors c'est aussi agréable en soi, mais d'arriver en fait sur un site industriel où tu n'étais pas forcément attendu en tant que touriste et où il fallait Ouais. un petit peu pousser la porte. Bah, Mis à part chez Lonto, qui avait déjà à l'époque une visite organisée, une belle boutique, etc. Moi, ce qui m'avait étonné, hein, tu vois, c'était chez Damoiseau. Alors, chez Damoiseau, on n'est pas sur un rhum ultra qualitatif, mais on est par contre sur une maison qui est peut-être la plus connue, en tout cas au niveau du grand public. Le rhum Damoiseau, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Et quand on me suis pointé bien sûr. là-bas, je suis arrivé, alors ça tournait pas, hein, c'était en fin d'année, donc l'usine tournait pas, mais tu visitais un truc il y avait des chiens errants, on se baladait on se baladait un petit peu dans l'outil industriel en mode libre, et après tu arrivais sur une boutique qui tenait par 4 bouts de bois et un gars qui te faisait goûter un tiponge dans un gobelet en plastique avec voilà, c'était la dégust, c'était ça quoi. Et c'était Après, assez surprenant ouais. l'écart quand tu connais un peu ce Ah qui non, se fait mais en de toute façon, Martinique. là-dessus, je vais prendre parti parce que je pense qu'il faut le faire. Et puis, si peut-être certains Guadeloupéens entendent ça, ça fera bouger les choses. Mais même des trois îles à Rome françaises, des Drômes, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. J'ai eu la chance d'aller à la Réunion l'année dernière au mois d'avril. On a fait Savannah et la saga du Rhum chez Isotier. C'était super intéressant. Ce sont des vrais musées du Rhum. La Guadeloupe a énormément de retard. Énormément de retard. Alors nous, chez Paparouillou, encore une fois, je vais défendre un peu mon parcours. On a essayé de créer une expérience. Simon, tu étais venu nous voir Ouais. d'ailleurs, une expérience un peu atypique. Alors on n'avait pas grand-chose à montrer, mais justement, la force de la visite chez Paparouillou, c'était le discours, la technique, le côté historique, pédagogique que j'essayais de mettre en place, une dégustation analytique. Mais clairement, j'ai fait Clément, là, pour les citer il y a un mois. C'est une claque spiritouristique, quoi. C'est très beau, c'est très bien expliqué. Le site est grand. Il y a la fondation aujourd'hui. Toutes les rhummeries ou distilleries martiniquaises offrent une expérience spiritouristique qui est très développée. Après, c'est pareil, il y a une notion historique, c'est que la Martinique, c'est l'île à Rome. Ils se sont toujours vantés de ça. Ça fait des dizaines d'années qu'ils ont mis en place des circuits touristiques et que du coup, ils les améliorent. Alors, on en parlera peut-être dans un point plus tard, mais c'est pas les mêmes budgets non plus, je pense, entre les deux. Mais là, en Guadeloupe, là où je te rejoins, moi, j'ai jamais été à Damoiseau en 5 ans, j'ai un peu honte, mais je sais que c'est exactement ce que tu as décrit, Pierre. C'est qu'aujourd'hui encore, alors là, vu que Hervé Damoiseau, je crois, vient de vendre, ça arrête peut-être de changer, puisqu'il y a, ça a été repris. Il y a quand même des choses qui évoluent. Moi, j'ai travaillé chez Montebello en 2019. C'est moi qui faisais en partie les visites. Pareil, c'était vraiment, puis même en termes de sécurité sur site, quoi. C'est très, très, très limite, quoi. À tout moment, il y a un truc qui pète, les gens sont à côté. Ce n'est pas le cas en Martinique. Donc, Montebello, ça a bien évolué. Il y a 6 guides qui tournent aujourd'hui. Une responsable, Guylaine, qui gère les guides, qui travaille bien. L'Oncto, comme tu dis, toujours été une visite sympa à faire. Puis le site est très beau. La nouvelle boutique est superbe aussi. C'est un très bon travail qu'a fait François. Là, l'acteur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui vient quand même de faire très, très vite, très fort, très mal, c'est DBM, Distillerie Bonne Mère. Voilà, qui a release ses premières cuvées il y a quelques mois. Bon, après, je crois qu'ils ont, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 000 barriques, 8 500 barriques, 10 000 barriques, je crois, dans les chais. C'est sur le plus gros chai de Guadeloupe. Donc, c'est des rhums industriels, mais ça n'enlève pas la qualité de ce qu'ils ont mis en place sur le circuit touristique, quoi. C'est une visite guidée avec micro. Ils ont valorisé les vieux équipements, les vieilles colonnes. Donc, ça se réveille. Après, il y a des choses qui, malheureusement, se sont éteintes totalement en Guadeloupe. C'est notamment la distillerie Séverin. Moi, j'ai vécu en 2018 le démontage au burin de la roue à aube du domaine Séverin pour être remonté en Nord-Grande-Terre. Encore une fois, sans citer ni l'histoire ni les noms, c'était un des premiers sites spiritouristiques guadeloupéens. Il y avait un petit train, un peu comme chez la Monie Trois-Rivières, qui est aujourd'hui plus en activité. Donc, c'est en dents de scie. Rémoninck aussi a quand même le musée du Rhum, il n'y a pas que du Rhum, mais je pense que la Guadeloupe a beaucoup à gagner sur le circuit spiritouristique, là où la Martinique, c'est déjà en place et bien en place. Les expériences, elles sont très immersives, que ce soit chez Clément, que ce soit chez JM. Voilà, de phase, ouais.
des bases, voilà. Puis les sites sont très bien entretenus. Après, il y a un devoir mémoriel qui n'a pas été fait pareil. Encore une fois, je parle de ce que je connais depuis quelques années dans les Antilles, mais la valorisation de l'histoire, des maisons coloniales, des habitations, des domaines roumiers, cagniers en Martinique, ça n'a rien à voir. En Guadeloupe, il y a 1001 sites en ruine d'anciennes distilleries qui auraient pu être repris, valorisés, qui ne le sont pas. Donc, je pense que l'entretien des anciennes habitations sucrières martiniquaises font qu'aujourd'hui, l'expérience, elle est déjà tout de suite beaucoup plus immersive quand tu arrives sur un site historique, quoi, je pense. Ouais. Ouais, tu évoquais Admimo, mais c'est vrai que les structures qui font du rhum en Martinique et en Guadeloupe, c'est pas les mêmes, quoi. Tu as cité des noms de famille, voilà, Rémoninck, Longto, Damoiseau, même si voilà, tu as évoqué ça. Biel, c'est une histoire familiale aussi. Enfin, alors qu'en Martinique, c'est plus des grands groupes. La Ah bah Martinique, oui. Après, il faut pas Paris. Voilà, faut pas cacher l'histoire du rhum. Post-abolition en 1848, il y a eu une séparation qui s'est faite entre la Martinique et la Guadeloupe, assez importante au niveau des personnes, des familles, etc. Beaucoup de familles qui sont venues s'installer en Martinique. Aujourd'hui, quand tu prends les très grandes distilleries, on pourrait presque pas parler de lobby, mais c'est vraiment c'est international. Il n'y a qu'en Paris, en effet, qui a Bardinet, BPS, Bourdillon, héritier qui va avoir l'Ammonie Trois-Rivières. Après, il y a GBH qui va avoir Clément JM, qui a deux grosses entités. La Martiniquaise, qui va avoir Saint-James. Donc voilà. Puis, après, ce qui est différent aussi entre les deux îles, au-delà des groupes, c'est le nombre de marques. Alors, je ne sais pas si c'est un thème que tu voulais aborder, mais le fait si, bien sûr. Voilà, c'est qu'en Guadeloupe, tu parles des familles. Voilà, ce sont des familles qui sont arrivées pour la plupart aussi post-abolition. Hein. Je crois que François pourrait me corriger, mais les Longto sont arrivés à la fin du 19e siècle avant de s'installer sur le domaine du Marquisat de Sainte-Marie. Donc, tout ça, c'est des familles qui sont installées. Beaucoup de ces distilleries sont encore indépendantes. Finalement, la seule marque vraiment connue en Guadeloupe aujourd'hui, c'est Grégoire Ayotte, Caroquera. Après, il y a quand même d'autres petites marques qui sont montées, comme Guadinina au moule. Là, j'étais au Caribbean Rum and Food Festival la semaine dernière en Guadeloupe. Il y a plein de petits embouteilleurs indépendants qui sont créés. 619 dans le sud, pas mal de rhum arrangé. Il y a la marque de rhum Le Salut aussi qui vient de se créer à Marie-Galante, qui a acheté du rhum de mélasse à la sucrerie de Marie-Galante, qui a fait du vieillissement et tout. Donc, il y a des acteurs qui se créent. On ne parle pas d'acteurs fumants. Quand on dit fumant en Martinique, en tout cas, c'est vraiment des acteurs qui distillent. Mais il y a, je crois, 7 ou 8 fumants en Guadeloupe. Il n'y en a que 7 en Martinique. Par contre, il y a 14 marques. Du coup, tu te dis, même moi, Brou et Quesnesson, meilleur exemple, hein, on est une marque, on n'est pas une distillerie. Et du coup, la plupart du temps, il y a quand même des liens entre les différentes marques et les différents acteurs propriétaires des distilleries ou des marques. Donc, c'est vraiment composé différemment dans les deux îles. Il y a plus d'indépendants en Guadeloupe qu'il y en a en Martinique, c'est certain. Ouais, bah ça fait des différences. Et c'est vrai que le chemin qui est pris sur les blancs depuis plusieurs années en Guadeloupe, s'il y a à avoir un travail de qualité fait également sur les vieux, ça peut être mortel, ça pourrait permettre de tirer tout le monde vers le haut, quoi, tu vois. Après, je suis d'accord. Après, ce qui serait intéressant pour moi aussi en Guadeloupe de mettre en place, j'en parlais avec certains acteurs, notamment la semaine dernière, c'est que la grosse différence Martinique-Guadeloupe, et ça les gens le savent peu, mais elle est très importante, c'est la quantité de rhum agricole produite. Et ça, les gens le savent très très peu, mais en fait, en Martinique, on est sur 85% de rhum agricole produit pour 15% de rhum de mélasse qui sont produits intégralement par l'usine du Galion, qui fait un peu de grand arôme, qui sont d'ailleurs fabuleux. En Guadeloupe, alors ça a été historiquement 55% mélasse, 45% agricole, et là on revient à quasiment la même chose. Donc, quasiment les mêmes ratios de production, mais la Guadeloupe est une terre de mélasse. Historiquement, la Martinique l'était aussi. Et en fait, la Martinique a fait le choix de l'agricole très vite. Alors, on aurait eu ce rendez-vous ensemble il y a quelques années. J'étais quand même pro-agricole. Aujourd'hui, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule et je goûte beaucoup de rhum de mélasse et je m'y intéresse parce que c'est très intéressant. Au-delà des high esters, des grands arômes, il y a des rhums qui sont très intéressants, même en blanc, sur des mélasses. Donc, c'est intéressant de voir ça. Mais les différences, elles se font au niveau des rhums produits, industriels ou agricoles, tous des rhums traditionnels, mais industriels ou agricoles, et également au niveau des densités de plantation. Tu prends la Guadeloupe, c'est presque 14 000 hectares de cannes plantées,
Et finalement, il n'y en a que 4000 en Martinique. Et pourtant, en Martinique, on produit 100 000 HAP de rhum agricole, là où on en produit même pas 50 000 en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en Martinique, sur les 4000 hectares de cannes plantées, 85% des cannes sont destinées au rhum. Et tu vois, 15% seulement pour le sucre et la mélasse. Là où en Guadeloupe, sur 13 500 hectares plantés, il y en a la moitié qui sont destinés au sucre, même plus que ça en fait, qui sont destinés au sucre et à la mélasse. Donc, si demain la Guadeloupe décidait de faire que de l'agricole, je peux te dire qu'il pourrait faire plus de rhum qu'en Martinique. On a une densité de plantation qui est beaucoup plus faible en Martinique. Ah, mais tu vois, si on a évoqué Damoiseau tout à l'heure, Damoiseau qui a sorti quelques millésimes Miti, 80, 91, etc. Ça, c'était moitié-moitié. Enfin, il y avait de la mélasse dedans, etc. Donc, nous non plus, on n'est pas non plus anti-mélasse, tu vois. On n'est pas des ateliers de l'agricole. On est très ouvert à tout ce qui se fait. Et voilà. Donc, c'est vrai que, ouais, on est curieux de voir, moi, en tout cas, je suis très curieux de voir l'évolution des rhums vieux guadeloupéens. Et dans le même temps, on l'a évoqué tout à l'heure avant d'enregistrer, on l'a évoqué lors du live, il y a aussi en Martinique un manque de bouteilles actuellement autour de 150 € qui nous embête. Des rhums de 8 ans. Je ne vais pas citer l'exemple habituel, mais je parlais de la cuvée Bélé de Trois-Rivières, embouteillée par Corman Collins, qui était vraiment très, très, un très, très beau rhum. Pierre, je vois que tu souris, donc peut-être que j'ai déjà cité dernièrement, donc si c'est le cas, s'il me redit, excusez-moi. Non, c'était un sourire par rapport à ce que tu disais. Non, c'est vrai que on place beaucoup d'espoir dans les prochaines années et les prochaines sorties et les nouveaux acteurs aussi sur le rhum vieux, justement, pour avoir un petit peu ces produits-là qui nous plaisent. Après, voilà, il faut. Ouais. Vas-y. Sans lâcher de banger et sans citer de nom encore une fois, ça bouge beaucoup en Martinique en ce moment. Il va y avoir une rota au niveau des maîtres de chais dans pas mal de maisons. De toute façon, c'est annoncé chez JM, hein, Karine Lassalle s'en va. Donc, il va peut-être y avoir aussi, pour répondre à vos besoins, messieurs, en bouteille Cali autour de 100-150 €, des gens qui vont arriver. Pas 550. Non, mais après, c'est 150. J'ai bien compris. Mais il va peut-être y avoir aussi des dynamiques différentes qui vont être mises en place. Parce que quand on change de maître de chais, il faut garder l'ADN d'une marque. C'est le travail principal d'un maître de chais. Mais le travail de sélection d'un maître de chais, il est aussi très, très important. C'est ce qui fait qu'on aime nos boulots. C'est pas juste de reproduire. C'est très important de savoir le faire. Mais de temps en temps, sortir une pépite, on sait que c'est ce qui fait aussi tenir le public en haleine et garder l'intérêt pour la marque, quoi. Exactement. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Il faut quand même éviter de rentrer dans ce truc, dans cette posture de c'était mieux avant. Il y a plein de super choses qui sortent et de super choses qui vont sortir. J'en ai aucun doute. Tu vois, chez Trois-Rivières, par exemple, il y a parce que tu parlais de la cuvée Bélé, il y a un Brut de Fût 2015 qui est sorti. Là encore, c'est bizarrement distribué parce que je l'ai pas vu en dehors de Martinique ce rhum. Et pourtant, ouais, je ne me semble pas l'avoir vu en vente sur aucun site et ni sur aucun caviste sur lequel je vais de temps en temps. Et des fois, on est un peu étonné aussi de la manière dont sont distribuées les choses parce qu'en fait, le Brut de Fût 2006, c'était un grand classique chez Trois-Rivières. Moi, j'aime bien Trois-Rivières. J'ai toujours bien aimé. J'aime bien aller là-bas en plus. Donc, c'est des rhums qui sont chers à ton cœur. C'est une marque qui me plaît pas mal et j'adorais ce 2006 et c'est qu'on est noyé un peu dans les millésimes et on critiquait toujours un peu ce côté de rhum toujours réduit à 40 degrés, 42 beaucoup aux Trois-Rivières. Et c'est dommage que ce Brut de Fût qui est très très bon, ce Brut de Fût 2015, il soit pas plus accessible. Il n'était pas très cher en plus. Je crois qu'il était à 120 € à la distillerie, enfin à la boutique. Après, pour continuer dans le débat un peu justement Martinique-Guadeloupe, c'est vrai que la Martinique, je pense, a tellement un marché qui est important et qui est en place que le travail quand même principal, il est de faire en sorte que les consommateurs et touristes et fans de la Martinique trouvent toujours leur compte dans leur VO, dans leur VSOP, dans leur EXO, dans des gammes qui sont classiques, qui sont en rota permanent. Il y a peut-être un peu moins cette dynamique d'aller chercher des trucs funky, des bruits de fût, des bruits de colonne, etc. Il y a un peu moins ça. Alors qu'en Guadeloupe, clairement, il y a beaucoup plus ce truc-là, je trouve, d'aller chercher le plus haut degré du brut de Cologne. Il y a eu ce truc-là à un moment donné, tu vois, d'aller chercher des single casks, des brutes de fût, des embouteillages éphémères.
Et tiens, j'ai une question par rapport sur Bro et Quenesson qui me vient justement parce qu'on discutait un peu des différentes marques. Niveau rhum vieux, vous avez pas fait le choix de sortir un rhum vieux qui serait un peu comme a fait à 1710, c'est-à-dire que vous auriez acheté déjà en partie vieilli pour continuer à travailler. Vous allez sortir que du vieux de chez vous. Oui, alors oui, et je pense que c'est une bonne idée parce que à 1710 avait fait ça dès le début sur Soleil de minuit, Nuée ardente et Tricentenaire en achetant des rhums ailleurs et puis de la mélasse notamment un petit peu aussi. Hein, c'était pas que de l'agricole. Et ça avait quand même fonctionné, puisque les carafes fonctionnaient, mais ça avait jasé un peu pour en tout cas certains geeks en disant attends. Et je sais que pour l'avoir expérimenté dans d'autres maisons, c'est forcément les citer, le fait d'acheter du rhum déjà vieilli en amont d'une autre marque, si l'identité est vraiment forte et que toi derrière tu commences à faire vieillir ton rhum et que l'identité est différente, tu te retrouves dans la purée en disant mais attends, soit je les mélange, mais bon, dans tous les cas, tu n'auras pas le même compte d'âge. Mais sortir un truc, les gens ils attendent tellement le VO, tu sors un VO qui n'est pas à toi, finalement tu as ton VO qui arrive, les gens goûtent le VO de ta rhummerie, ta distillerie, ils disent attends, c'est pas le même produit. Donc c'est un peu touchy. On a la chance quand même dans le monde du rhum, contrairement à celui du whisky, à pouvoir vendre du rhum blanc en attendant de pouvoir avoir des rhums vieux. Oui. On a la chance de pouvoir faire des ESB, là où le whisky pendant 3 ans, soit tu fais du gin, soit tu as suffisamment d'argent pour attendre que ton whisky devienne whisky. Là, dans le rhum, on a quand même cette chance-là de pouvoir faire des ambrés. Donc nous, on a vraiment fait le choix d'attendre. Et là, ça y est, hein, les rhums, on passe vieux fin de l'été, enfin milieu de l'été, fin août. Donc non, on va vraiment sortir une identité Bro et Quenesson. Je pense que c'est important. Donc, ce ne sera peut-être pas des très gros volumes, mais on est attendu au tournant sur ce rhum-là. Et c'est ce qui permettra aussi pour nous, en tant que maître de chai, d'avoir de la répétabilité dans le temps, en ne galérant pas à essayer de copier des profils qui finalement ne sont pas les nôtres, quoi. Du coup, si on passe vous voir en fin d'année 2025, on pourra goûter un VO à l'habitation. Alors, pareil, je vais essayer de pas spoiler de trop, mais bon, je profite quand même. Là, on va avoir un temps calme sur le début de l'année pour plein de raisons, parce qu'il y a du travail. Et par contre, deuxième partie de 2025, ça va pleuvoir un petit peu de nouveautés chez Bro et Quenesson, que ce soit le VO, mais qui sera vraiment fin d'année, mais même dès cet été, on a pour projet de continuer la gamme traditionnelle, mais comme je te disais, on a des fûts un peu rigolos qu'on a achetés et qui sortiront dans des toutes petites séries. Donc là, on essaye de penser, si tu veux, un petit peu aux personnes qui connaissent la marque, qui apprécient déjà les produits. Il faut qu'ils continuent de trouver nos produits, parce que la gamme, il faut qu'elle vive. Mais moi, je fais partie de cette génération aussi, un peu, on aime bien les trucs bizarres. Et du coup, pour les gens qui aiment les trucs bizarres, on va essayer de faire des trucs un peu bizarres. Et puis, si tu veux, voilà, il y a aussi ce truc de, on est des jeunes maîtres de chai, ma collègue également. Et du coup, on a vraiment ce désir de garder l'esprit martiniquais, comme on le disait, de l'AOC, quelque chose de traditionnel, historique, mais en même temps, de mettre un peu notre grain de sel et de bousculer un peu les codes de ce que fait ou a pu voir la Martinique. D'accord, bah t'as anticipé parce que j'allais rebondir justement sur ce que tu disais avec les fûts un peu funky. Justement, c'est la question que j'avais posée, c'était toujours dans la l'AOC, forcément dans la l'AOC. Ah, clairement pas. Ouais, c'est ça. D'accord, voilà. Clairement pas. Je sais très bien pertinemment que pour en avoir discuté avec les gens de l'AOC, que ce que je compte faire là pour cet été ne sera pas dans l'AOC. Donc on va être probablement déclassé en Rhum des Antilles françaises. Après, c'est comme ça, c'est un choix qu'on fait. Ce sera une série un single casque probablement, donc c'est pas dramatique. Non, parce que complètement. C'est on parlait un peu de l'AOC tout à l'heure justement en disant que ça met un cadre. Après, c'est aussi, on voit bien qu'il y a des distilleries qui sont pas sous AOC. On a parlé des distilleries tout à l'heure. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas une infamie. Il y a rien de. Et en fait, une fois qu'une marque est installée, justement, c'est même peut-être, il y a peut-être cette liberté-là parce que au bout du compte, l'AOC, elle t'autorise à écrire Martinique sur ta bouteille pour parler marketing et pour parler vente. Derrière, une fois que la marque est connue, Bro et Quenesson, on sait que ça vient de Martinique. Demain, tu as un rhum qui n'est pas AOC. Peut-être qu'en fait, il va y avoir une petite frange des geeks des réseaux machin qui vont se rendre compte et pour une grosse partie du public qui viendra vous voir à la distillerie ou qui pourrait acheter sur place, etc., ça va pas être forcément quelque chose qui va être vu ou su. Ou voilà, voilà, c'était un petit peu dans ce sens-là. C'est peut-être que c'est intéressant aussi de se dire, notamment quand on est une jeune marque, on peut aller chercher en dehors de l'AOC sur certaines cuvées en gardant une trame derrière, hein, parce qu'il y a quand même bien entendu. Je pense, une volonté.
Après, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que là, du coup, tu parles d'un truc qui est quasiment de l'éducation. Ça veut dire qu'en effet, les consommateurs métropolitains français qui vont acheter leur rhum pour faire des petits punch ou un planteur dans une grande surface, est-ce que le fait qu'il y ait marqué appellation d'origine contrôlée Martinique dessus soit vraiment un facteur d'achat? Les gens, quand ils viennent en Martinique et qui s'intéressent un petit peu, je pense. Maintenant, on sait très bien qu'il y a encore un travail de pédagogie à faire avec le marché français, que entre un rhum enfin, voilà, des marques de rhum de mélasse, on en a en Guadeloupe. Hein. En tout cas, je sais qu'il y a qui c'est qui fait ça encore. Bon, il y a plusieurs marques en tout cas de rhum en litre mélasse. Les gens parfois font pas attention, achètent du rhum pensant que c'est de l'agricole, c'est de la mélasse. Donc voilà. Et après, en plus aujourd'hui, on a quand même des exemples proches de nous, des distilleries comme, enfin des marques plutôt comme HSE. Ils ont fait des finishes, notamment, il me semble que le finish en fût de Kilchroman, il n'est pas, AOC. Donc ils ont été aussi un peu flirtés avec ces limites de la typicité AOC. Il y a des fois, on leur a passé. Il y a certains trucs, je ne sais pas si c'est pas le fût de Pinot ou c'est limites aujourd'hui. Connaisseurs de la typicité de l'AOC Martinique, je ne suis même pas sûr que ça passerait encore, mais c'est passé. Il y a des trucs, on leur a dit clairement, là vous ne pouvez pas. Là, vous pouvez pas. Et ça ne les a pas empêchés de vendre leurs produits. Donc, mais tu vois, ouais. Non, je dis, chez la favorite, la Flibus n'est plus AOC. Hein. Voilà, tout à fait. Ils sont même pas en rhum. Ils sont même pas, je crois, en rhum des Antilles françaises. Il me semble qu'ils sont en boisson spiritueuse à base de rhum. C'est ça. Ouais, ils sont en boisson spiritueuse à base de rhum sur les dernières étiquettes. Je suis pas certain que ça fasse s'effondrer les ventes de Flibus. Bah écoute, en tout cas, les bouteilles sont toujours entre 700 et 1000 euros, même en Martinique, les 2001 et tout. Donc non, il n'y a pas de problème. Les gens continuent d'acheter la Flibus parce que c'est un produit historique. C'est juste qu'on a un peu bas les masques sur la façon dont c'est produit et les différentes choses qu'on y incorpore. Mais la Flibus reste la Flibus. Donc le consommateur aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. En tout cas, ce que je remarque aujourd'hui, même si je suis quasiment plus entre guillemets en contact avec la clientèle, parce que je suis en production pure et j'ai moins de passages en boutique et tout. Mais les gens qui viennent en Martinique, le spiritourisme est fait de telle sorte qu'on valorise tellement l'AOC qu'ils arrivent ne sachant pas que l'AOC existe. Je peux t'assurer que la 90% qui s'intéressent au rhum, ils repartent en ayant compris que l'AOC existe. Parce que toutes les distilleries ou rhumeries valorisent ça. C'est-à-dire, on ne parle que de ça. Les guides parlent de ça. Même quand tu fais une visite en solo, tu vas forcément avoir un passage sur l'AOC. Donc, les gens repartent avertis de l'AOC. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui passent parfois et qui commencent à regarder un peu si c'est AOC ou pas. Maintenant, tout est explicable. Si demain, je sors une petite série un peu capsule rigolote qui n'est pas AOC, dire on n'est pas AOC parce que, et ça permet d'expliquer la typicité, ça permet d'expliquer le cahier des charges, etc. etc. Enfin, pour autant que le rhum sera moins vendu ou moins bon. Mais ce qui est certain, c'est que n'importe quel acteur, à part HBS à 1710 qui sont en alambic, valorise l'AOC et veulent rester dans l'AOC. On fait tout pour. Mais justement, tu parles d'alambic là, et ça faisait passer une question que je vais te poser tout à l'heure, mais je ne l'ai pas posée parce que je ne voulais pas te mettre en galère par rapport à l'autre marque, etc. Mais est-ce que l'alambic, ça te manque un peu? Alors, est-ce que ce goût d'alambic te manque? Est-ce que potentiellement, tu serais capable, à terme, si ça marchait bien, en 2-3 ans, patati patata, tout va bien, de mettre un petit alambic et de faire un petit… Alors, même si je peux le faire demain, j'aimerais bien, parce que ça permet de faire des essais. Non, blague à part, j'ai eu la chance, je pense, de travailler l'alambic avec Papa Rouillot, et du coup, ça reste un goût que moi j'aime, parce qu'on a été biberonné à ça pendant quelques années, et j'aime l'identité que ça va chercher, le gras, les notes de canne, j'aime l'aspect terroir. J'ai eu la chance à Bordeaux là, de travailler sur un hybride, colonne et pote, colonne de rectif, qui était très intéressant aussi, et de faire un peu de drop, donc de mélasse pour le coup. Et du coup, là, je me dis que dans une suite logique d'apprentissage, travailler avec des colonnes, je suis super content en fait. Donc, je ne dirais pas que ça me manque de travailler sur un alambic ou de travailler des rhums d'alambic. Aujourd'hui, il y a tellement, enfin, ma vision des choses a tellement changé avec ce nouveau poste et cette nouvelle expérience chez Broad Kennesson que, là, je sais pas, par où il y avait cet aspect vraiment craft plus que j'ai adoré. Là, aujourd'hui, c'est une marque Broad Kennesson qui est plus grande, avec des plus gros volumes, des plus gros moyens. Et du coup, j'ai plus une vision volume. Et cette vision volume, elle impose un autre type de travail, qui est moins dans la sélection du truc bizarroïde, voilà, mais qui est plus dans la répétabilité, la reproduction, qui est plus dans la norme, mais qui est très intéressant aussi, parce que du coup, ça permet d'avoir une ambivalence. Donc, je pense que, et puis, sans trop en dire encore une fois, pour être passé voir des copains maîtres de chais en Guadeloupe la semaine dernière, il y a des choses qu'on peut faire avec des colonnes qui vous surprendraient. Donc, je pense qu'on apprend à réutiliser les colonnes différemment, en chuintant, en changeant les paliers de température, d'injonction de vapeur,
point de tirage. On peut faire des trucs très, très, très intéressants avec des colonnes. Pour l'instant, elles sont utilisées de façon traditionnelle. Mais quand il y a des gens un peu malins et techniques qui ont commencé à se pencher sur les colonnes, on peut aussi. Donc, ouais, non, je ne dirais pas que ça me manque. Je suis content d'apprendre sur autre chose. Ok, super. C'était un piège, mais t'es pas tombé dedans. Je l'ai vu venir. Merde. Tu dis après 1 heure, on va pouvoir lancer le petit piège. Non, c'est pas vrai. Franchement, j'étais en rigolant, mais c'est vrai que moi, je suis un grand fan de rhum de Colonne, donc il n'y a pas de souci. Hein. Rhum agricole, Martinique, j'adore, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça donne autre chose et ça peut être intéressant de temps en temps de changer, mais je comprends très, très bien ta réponse qui était très claire. Ça, pour moi, en plus, c'est une autre forme de. Encore, on parle de pédagogie, mais je l'ai vécu pendant 3 ans chez Papa Rouillot. C'est-à-dire que les gens, il fallait leur expliquer tant bien que mal qu'on faisait du pot, qu'on faisait de l'alambic, parce qu'ils ont encore du mal à voir. Alors, ils la voient au niveau aromatique, mais c'est très technique, tu vois. On parlait de monovariétal avec Pierre au tout début de cet entretien. Là, on parle d'alambic, on parle d'AOC. Il y a un travail qui est vraiment important à faire sur tout ça. Et du coup, par exemple, je ne suis pas certain, alors là, j'en sais rien, mais je ne suis pas certain qu'HBS, Habitation Beau Séjour ou A1710 vendent beaucoup de rhum, vendent en tout cas la plupart de leur rhum en Martinique. Parce que la Martinique, c'est quand même ils sont pro-colonne, quoi. Pro-colonne, pro-Martinique, pro-AOC. Et AOC égale colonne. Donc il y en a même qui diraient, sans les citer, j'ai entendu dire des pros, hein, des gens de l'industrie, dire que rhum agricole égale colonne. Alors qu'en Guadeloupe, tu peux faire du rhum agricole sur des alambics. Donc, c'est des débats à mener, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit en dehors. Mais je pense qu'il y a une vraie éducation à faire autour de tout ça. Et les gens, quand ils dégustaient du Papa Rouillot, il fallait répéter plusieurs fois que c'était de l'alambic charentais. Ils disent, OK, c'est quoi un alambic charentais? Les gens, ils parlent de colonne. Des fois, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une colonne. Donc, notre travail, il est aussi beaucoup dans l'apprentissage de tout ça pour que les gens, je pense, appréhendent mieux aussi le rhum et ce qu'il va devenir, quoi. Ouais. Ok. Et ben. Pierre, un mot à dire ou ça fait 1h10 là donc Je pense qu'on a bien, on a bien fait le tour. Non, je te rejoins là sur le dernier petit point sur les rhum à 17-10 par exemple en Martinique. Enfin moi de mon expérience, parce que j'ai de la famille, enfin ma compagne est martiniquaise, du coup elle a beaucoup de famille là-bas. C'est pas de toute le cercle familial, amical, etc. C'est des rhums que j'ai jamais vus sur la table, ne serait-ce que parce que une grosse part de la consommation c'est quand même du petit punch. En tout cas, moi, dans le des personnes que je connais. Et on est sur des rhums, dès qu'on est déjà sur des rhums qui sont plus chers et qui ne sont pas forcément destinés à être bu de cette manière-là, à mon sens en tout cas. Et je pense que voilà, il y a ce côté aussi, il y a aussi l'attente de produits qui vont bien aller en petit-ponche, et les rhums blancs à base de colonne, agricole de colonne, ça marche bien, quoi. Voilà, on cherche pas forcément des aromatiques plus. Et puis il y a un aspect historique, parce que même si on utilisait des alambics avant d'utiliser des colonnes, parce qu'elles ont été inventées au milieu du 18e, donc c'est très récent. Avant, c'était de l'alambic charentais. Mais du coup, vu que ça fait quand même quasiment 2 siècles et demi qu'on utilise des colonnes, et ben, du coup, les gens aujourd'hui, le rhum égale colonne. Donc revenir à de l'alambic, c'est quasi historique. C'est même historique. Mais le goût a été tellement entré dans les mœurs aujourd'hui que. Non, c'est très intéressant de comparer les deux, mais on aura du mal à faire changer les Martiniquais sur le fait que rhum agricole égale colonne. C'est historique après. Bah écoute, Xavier, c'était un plaisir. Bah merci. Immense de discuter avec toi. Est-ce qu'on te verra au Rumfest, Xavier, ou... Oui, je serai à Rumfest sur stand avec monsieur Terrell Charles. J'arriverai juste le matin, donc je serai probablement fatigué, mais je serai là. Ok. Bah écoute. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre temps, messieurs. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et puis reste à votre disposition si vous passez un jour à nouveau en Martinique pour vous recevoir, faire un petit tour dans les chètes chez Brouet Quesnesson. Avec plaisir. Écoute, c'est gentil, merci beaucoup. On ne manquera pas de passer, messieurs, dames, qui nous regardez. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt et restez connectés pour la suite des aventures.